Bonjour ou rebonjour pour ceux que j'ai vus ce matin. Euh, Merci d'être là. On va parler d'infrastructure. Alors, zéro trust, zéro knowledge. On en discutera 2 minutes après. Et d'un outil qu'on adore avec Sven, qui s'appelle HashiCorp Vault et qui permet d'implémenter une partie de ça. Euh, voilà. Bon. Alors, c'est un talk qui parle de DevOps et ça tombe bien parce que, alors moi, je m'appelle Willy Malvo, je suis dev, alors je suis plus cloud native principal dans une ESN grenobloise qui s'appelle Sogilis maintenant. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Sven, qui lui est plutôt la partie Ops du DevOps. Donc, moi, je suis aujourd'hui CTO pour une société d'édition de logiciels qui est une filiale de l'entreprise Sogilis que vous voyez là. Et je suis effectivement originellement Ops. Donc, beaucoup de sysadmin, beaucoup d'automatisation, beaucoup de cloud, etc. Et en fait, on s'est trouvé assez complémentaires sur ce sujet. Et on a décidé de vous présenter ce talk aujourd'hui. Et pour ceux qui ont vu le talk tout à l'heure sur les biais, eh ben, ça parle de diversité. Eh ben, on se trouve bien, un dev et un Ops, ça marche bien ensemble. Parce qu'on a à peu près une culture De deux alors, hommes blancs. on va dire 15 ans pour moi dans du dev et de l'architecture distribuée, et puis on va dire un peu plus pour toi dans le l'Ops. Plus d'une vingtaine d'années maintenant. Ouais. Voilà. Donc deux cultures complémentaires. Alors, de quoi on va parler? Alors on va réintroduire un petit peu peut-être des notions que certains de vous connaissent dans la sécurité. On va parler donc grosso modo la problématique Zero Trust, un petit peu les parallèles avec le Zero Knowledge. Ensuite, assez rapidement, on va passer sur les abstractions qui sont utilisées pour définir les politiques de sécurité, policy, rôle, identité, tout ça. Ensuite, on va focaliser un petit peu, on va vous présenter l'outil HashiCorp Vault. Alors, j'ai eu pas mal de discussions sur l'outil HashiCorp Vault avec des gens, et je pense qu'il y a des biais. Il y a des gens qui pensent que c'est juste un gestionnaire de secret, alors que ça fait... Gestionnaire de secret, c'est 2% de ce que ça fait. Donc, on va essayer un petit peu de parler de ça. Puis après, on va parler de comment est-ce un peu un retour d'expérience sur des méthodologies pour implémenter justement des systèmes de type Zero Trust, donc avec beaucoup de sécurité, large échelle, automatisé, typiquement. Quelques cas d'usage, et on finira sur les limitations de ce modèle, parce que comme tout modèle, il y en a. Voilà. Juste peut-être... Comme ça, là, à main levée, combien sont dev, tech et font un peu de sécu, ont des bases en sécu, là, vite fait, à main levée? Ok, cool. Qui n'a jamais entendu parler de policy, rôle, identité? Personne? Bah, c'est cool, super. Donc on va aller un peu plus vite au début. Et puis si jamais ça va trop vite, vous criez, surtout, il n'y a pas de souci, on est en mode interactif, il n'y a pas de problème. Eh ben go! Alors, Zero Trust. Vous allez trouver des petits buzzwords, Zero Trust architecture, Zero Trust network architecture, ZTA, tout ça. Voilà, bon, on vous donne les buzzwords. C'est du Zero Trust. Oui? Ah oui, c'est vrai, la captation. Oui. Ouais, salut. Voilà. Vas-y, next. Alors, on parle un peu aussi de Zero Knowledge. Alors, Zero Knowledge, c'est quoi? C'est une propriété sur des services ou des protocoles qui font qu'on va pouvoir ne pas divulguer certaines informations. Donc pour ceux qui étaient avec moi ce matin, on a parlé d'un protocole d'authentification Zero Knowledge. Typiquement, c'est un protocole d'authentification par mot de passe, dans lequel en fait le mot de passe ne quitte pas la machine de l'utilisateur, et donc on ne le divulgue pas typiquement sur Internet ou sur les services. Donc ça, c'est une propriété. Zero Trust, c'est un type d'architecture. Donc vous allez voir, on va expliquer ça tout de suite. Alors, pour expliquer ça, on va reprendre un peu les bases, on va dire, de la sécurité des réseaux et des systèmes. Alors, on va prendre l'exemple d'un VPN, parce que c'est un truc qui est à peu près connu, puis ça s'applique bien pour le modèle Zero Trust. Alors, c'est pas obligé d'être sur ce use case-là, mais celui-là est bien pratique. Donc, typiquement, VPN d'entreprise, c'est-à-dire un espace privilégié pour les utilisateurs d'une entreprise, qui est accessible via un WAN, donc WAN, World Area Network, c'est Internet, ou n'importe où sur le réseau. On va avoir plusieurs mécanismes de sécurité. On va avoir de l'authentification pour réussir à accéder au VPN. On va avoir du contrôle d'accès, donc ça veut dire lui il a le droit, lui il n'a pas le droit. Même si je te reconnais, ça ne veut pas dire que tu as forcément accès. Contrôle d'accès. On peut avoir du firewalling pour gérer tout ce qui est réseau, massif, scan, à un niveau un petit peu différent.
Et puis de l'authentification, typiquement avec du TLS, pour dire qu'on est bien sur le bon serveur. On peut faire de l'authentification aussi avec du client, on en discutera tout à l'heure. Mais ça va être en fait les briques, typiquement, qu'on va avoir pour protéger l'accès à un réseau. Donc ça, c'est notre use case. C'est des composants d'approche périmétrique. Mais je suis en train de réaliser, en fait, il manque les logs sur ce schéma. Et on a des logs aussi, on en parle un peu plus tard, mais évidemment, toute action sur un système est loguée, mais on en parle un peu plus tard. Alors, en fait, le modèle classique, on va appeler ça le modèle du château fort, c'est ce qu'on vient de décrire un peu. C'est en gros, on a une porte d'entrée avec un gardien, le gatekeeper. C'est une image, hein, bien sûr. Et donc, en fait, une fois qu'on a la clé pour passer le contrôle d'accès, l'authentification, tout ça, on a accès à tout le réseau. Donc typiquement, si on prend l'exemple d'un VPN, si on arrive à accéder au VPN, derrière c'est open bar. Si on a des ressources, alors ça peut être des services, ça peut être typiquement un CRM, ça peut être un annuaire d'identité type Active Directory, ça peut être plein de choses, des ressources. En fait, on va parler de ressources dans notre modèle. Et une fois qu'on a réussi à passer la porte du château, on a accès à toutes les ressources. Ça, c'est le modèle, on va dire, non Zero Trust, Legacy. Et donc, par opposition, le modèle Zero Trust, en fait, c'est de se dire, faut pas faire confiance, faut pas donner en fait d'accès de facto. C'est-à-dire que si vous voulez accéder à des ressources en interne de votre VPN, il faut que chaque ressource ait son propre contrôle d'accès, ses propres mécanismes de sécurité. Alors, ça n'empêche pas de contrôler l'accès au VPN. Donc, c'est-à-dire que dans le modèle Zero Trust, on va multiplier les contrôles d'accès. Il y en aura plus. Et donc, en fait, le leitmotiv, vraiment, Zero Trust, c'est Never Trust, Always Verify. C'est-à-dire que lorsqu'on va accéder à chaque ressource, et donc le VPN étant en fait une méta-ressource, on va vérifier que vous avez bien le droit d'accéder et que vous êtes bien la personne que vous prétendez être. Et ça individuellement pour chacun des composants, bien sûr, dans ce cas de figure. Et non plus juste au point d'entrée. Et donc du coup, il y a une notion aussi, juste pour terminer là-dessus, sur la responsabilité, c'est-à-dire que dans ce modèle-là, là, on a mis quelques ressources, mais on peut imaginer que dans des grosses entreprises, ça peut être découpé, il y a plusieurs domaines, on peut avoir plusieurs équipes avec des ressources distribuées. Dans ce modèle-là, il y a aussi une notion de responsabilité à différents niveaux, et donc ça peut permettre d'avoir chaque équipe qui a ses mécanismes de sécurisation. C'est aussi une des thématique Zero Trust et dans le modèle, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais microservices, load Conway, distribution des équipes, tout ça c'est quelque chose aussi qui fit bien avec le modèle Zero Trust. Voilà, ça va pour l'instant, levez la main si vous n'avez rien compris. Vas-y, petite question, vas-y. Non, c'est bon, top. Alors, rapidement les abstractions qu'on va utiliser dans le modèle Zero Trust, donc c'est qui, quoi, comment. Je t'en prie, Sven. Alors quoi ? Les ressources, on vient d'en parler. Donc c'est grosso modo n'importe quelle ressource informatique que vous pouvez accéder dans votre périmètre IT. N'importe quel service. Ça peut être du logiciel, ça peut être du matériel, ça peut être du réseau, ça peut être des gens, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être beaucoup de choses. Ouais. On va dire tout ce qui est sous votre périmètre de responsabilité. Après, il y a des rôles. Donc en fait, c'est tout simplement des activités qui vont être associées à des identités. Et donc, les identités. Les identités, c'est qui ? Donc les identités, en fait, typiquement, ça va être des attributs qu'on va mettre sur les identités, email, nom, qui vont contenir en fait des credentials, donc c'est-à-dire des mécanismes d'authentification, enfin des attributs qui permettent en tout cas de faire de l'authentification. Et ces identités, on va les matcher sur des rôles. On va matcher les identités sur des rôles à travers les policies. Donc le comment. Le comment, c'est là que ça devient intéressant. Donc les policies. Alors les policies, dans l'approche Zero Trust, c'est quelque chose de déclaratif. Okay, donc on va écrire. Ça peut être typiquement du code, c'est l'idéal. Déclaratif, et donc pour une ressource ou un groupe de ressources, en fait, on va définir des identités, des rôles et des groupes de rôles, et typiquement des droits, donc sous forme d'ACL, qui vont définir qui peut accéder à quelle ressource et comment. Donc en fait, c'est vraiment là où on va définir notre politique de sécurité, d'où le nom policy. En Zero Trust, et on va dire que ce n'est pas spécifique à Zero Trust, mais en tout cas c'est entériné là-dessus, l'idée, quand on construit sa politique de sécurité, c'est par défaut, vous n'avez droit à rien. Denied by default. Donc c'est-à-dire qu'on explicite tous les accès dans la politique
de sécurité dans les policies. C'est des approches déclaratives systématiquement et jamais on s'appuie effectivement sur des comportements par défaut. Tout doit être systématiquement périmétrisé, contrôlé et connu. Donc vraiment l'idée c'est qu'il n'y a rien d'implicite, tout accès doit être explicite. Voilà. Alors, donc ça c'était sur comment on définit les politiques de sécurité. Après, dans une approche Zero Trust et on va dire security mature, enfin mature en termes de sécurité, on doit aussi avoir des principes opérationnels. Donc typiquement, on log tout ce qui se passe pour être capable, alors déjà pour satisfaire des exigences de sécurité, de traçabilité, ce genre de choses, mais aussi pour être capable de comprendre, d'auditer, d'observer son système. Dans un système distribué qui commence à avoir une certaine taille, en fait, on va avoir besoin de corréler en fait des logs qui émanent de différentes ressources. Et donc pour ça, on va utiliser des systèmes d'agrégation de logs, de centralisation de logs, sur lesquels on va pouvoir faire de la corrélation de données, sur lequel on va pouvoir faire du tracing. Donc tracing, ça veut dire j'ai un système avec une requête qui passe par 5 points d'accès, mon VPN, ma gateway, service A, service B, tout ça. Et ben, on va être capable d'avoir un endroit centralisé où on va pouvoir voir le cheminement de ma requête. C'est typiquement l'utilisation de la stack ELK pour ceux qui connaissent Elasticsearch, Logstash, Kibana. Il y en a d'autres. Et ça, donc, c'est le principe opérationnel. Pour la partie tracing, tu as aussi d'autres outils comme OpenTracing par exemple ou Jaeger. Non, OpenTracing c'est un standard. Tu as Jaeger par exemple aussi qui est très répandu pour ce genre de choses. Où en fait chacun de tes nœuds, chacun de tes maillons en fait, de vérification va taguer ton information et ça permet de pouvoir ensuite corréler les points de passage de ton information. Donc il y en a plein et l'idée c'est de mettre ça en place pour être capable de comprendre son système et aussi d'être capable de construire ces politiques de sécurité parce que comme on dit on fait du deny by default. Et quand on autorise des choses, il faut savoir ce qu'on autorise. Et comme tout système, en fait, même si on a l'impression que quand on fait du code, c'est très théorique, en fait, faut le mettre en œuvre, l'observer et comprendre comment il marche pour réussir à mettre en place les bonnes politiques de sécurité. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait tout ça? Alors, nous, on a commencé à implémenter ça avec l'outil HashiCorp Vault et pour être tout à fait transparent, c'est devenu un peu une histoire d'amour. On en fout un peu partout maintenant. Alors, ça a aussi des limitations, mais on va être là pour vous faire un petit rex et vous expliquer déjà ce que fait cet outil-là et puis comment nous on l'utilise pour mettre en place tout ça. Alors, dans Vault, le principe central, c'est les secret engines, qui peuvent prendre plusieurs natures. On va vous donner des exemples plus tard. Ça va être, donc, Vault étant lui-même un système avec un périmètre de sécurité, on va retrouver les mêmes abstractions, rôle, identité, ressources. Les secret engines, ce sont les ressources qui peuvent être accédées par vos services qui utilisent le Vault. On les détaillera un peu tout à l'heure, mais c'est important d'abord que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc Vault, je vous l'ai dit, il y a des policies, c'est-à-dire que quand vous allez installer un service Vault ou un cluster Vault, c'est clusterisable aussi, vous allez définir des identités qui peuvent être donc des identités humaines ou des services. Vous allez définir des rôles, des policies, savoir qui peut faire quoi. Dans cet outil-là, vous avez tout un tas de protocoles d'authentification, et même plus que protocoles, en fait, ça va aller jusqu'à avoir des plugins en fait, sur des solutions d'authentification qui vous permettent tout simplement de réutiliser une partie des rôles et des identités que vous avez pu définir dans un système autre à Vault. Donc c'est-à-dire que ça va fonctionner. Là, on commence à creuser sur l'aspect vraiment boîte à outils et couteau suisse de l'outil, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est un couteau suisse. Alors, exemple. Les méthodes d'authentification, je te un peu vite, mais c'était juste pour te donner des exemples sur les méthodes d'authent. Typiquement, si vous avez un Active Directory, que ce soit sur Azure ou que vous administrez en propre, vous pouvez le brancher pour que vos utilisateurs s'authentifient dans Vault grâce à l'Active Directory. Vous pouvez brancher de l'OpenID Connect, je crois, il y avait un talk dessus juste avant. Vous pouvez brancher le système d'authentification, alors AWS, Azure, le SSO Google. Vous pouvez brancher votre propre SSO. Il faut mettre du multifacteur authentification, du YubiKey, ce que vous voulez en fait. Donc en fait déjà là, vous allez pouvoir greffer tout un tas de méthodes d'authentification sur Vault pour gérer vos utilisateurs. Et il y a le classique login mot de passe. Ouais. Et j'allais dire, il y a aussi tous les mécanismes internes en fait d'authentification qui sont déjà fournis avec Vault, notamment la partie gestion de login mot de passe.
Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous êtes authentifié, Vault, lui, il va, de manière à ce que, enfin, bon, vous allez comprendre, en fait, il va vous délivrer un token. Donc un token, c'est dire, tu t'es authentifié, étant donné une policy qui dit ce que tu as le droit de faire, les secret engines auxquels tu as le droit d'accéder, les droits avec lesquels tu peux y accéder. Je vais te donner un token, comme ça, quand tu viens me voir pour me demander quelque chose, bah, tu n'as pas besoin de refaire ce mécanisme d'authentification. Et le token, il va avoir très 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 important une durée de vie, donc un bail. On appelle ça un bail, donc c'est lease en anglais. Le mot en français n'est pas super, parce qu'au pluriel ça fait beau et vraiment du mal. Bref. C'est très beau pourtant. Si vous entendez dire des bails, jetez-moi des trucs. Voilà, donc en fait, quand on va s'authentifier, on va avoir des tokens, et surtout, ce qui est super intéressant dans Vault, c'est que, vous allez voir dans les exemples qu'on va dérouler après, on va pouvoir mettre des durées de vie relativement courtes sur ces tokens, automatiser beaucoup de choses, et c'est là où en fait on va vraiment avoir un gain en sécurité, c'est que, étant donné un token, on va pouvoir gérer à grain fin sa durée de vie, et donc la révoquer. Vous pouvez voir les tokens en fait un peu comme étant des identifiants de session spécifiques. Donc c'est quelque chose qui est renouvelé régulièrement chaque fois qu'il y a un besoin à la demande en fait. Alors, deux autres éléments super importants en fait avec Vault, c'est que c'est considéré comme étant un coffre-fort et ça a un back-end. Donc un back-end, c'est toujours pareil, c'est entre guillemets, on peut en mettre plusieurs sur l'outil Vault. Donc le back-end, c'est là où il va stocker ses données chiffrées. Ces données chiffrées, en fait, il y a une mécanique de scellement. Bon, j'ai du mal avec les mots français, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, dans Vault, vous pouvez appeler, alors ça, une API REST classique, comme beaucoup de services, vous pouvez appeler la méthode seal, et en fait, ça va tout chiffrer, mettre sur le disque, et vous ne pouvez plus avoir accès à rien. Et donc, pour avoir accès à votre donnée, aux données qui sont dans le serveur Vault, et pour pouvoir l'utiliser, il faut le déceler. Et quand il démarre, aussi, il faut le déceler. Et donc, en fait, ce protocole d'unseal, en fait, c'est ça qui fait que c'est un coffre-fort numérique, utilise un algorithme qui est l'algorithme de Shamir, le partage de clés de Shamir. Et en fait, la particularité de cet algorithme, c'est qu'en fait, donc ça repose sur une clé privée qu'on appelle la clé privée maîtresse, je crois, ou master, bref, enfin, principale, clé privée, qui est uniquement interne à Vault, qui ne sort jamais du Vault. Et en fait, pour la construire, il faut plusieurs clés privées. Donc en fait, c'est une clé composite qui fait que en fait, pour déverrouiller votre Vault, alors selon comme vous le configurez, vous aurez besoin de 3 authentifications, donc 3 administrateurs. Ça peut être le DG de la boîte, le chef de l'IT, n'importe quelle personne. Vous pouvez en rajouter 5, 7, autant que vous voulez. Et truc intéressant aussi, c'est que vous pouvez définir par exemple 7 morceaux pour déverrouiller Vault, et en avoir besoin que de 3 ou 4 parmi les 7. Donc ce qui fait que vous pouvez déjà gérer un petit peu du bus factor en disant, bah voilà, dans l'entreprise, j'ai mon coffre-fort numérique qui est mis en place avec Vault, et je vais donner 7 clés à cette personne stratégique dans l'entreprise, mais j'en aurai besoin que de 3 ou 4 pour le déverrouiller. Donc là, on commence à aller sur des mécaniques un peu sympas niveau sécurité. Après, bah, l'audit, on en parlait, il faut loguer et auditer dans un tout bon système de sécurité. Il y a beaucoup de logs et d'audit, et donc bah, pareil, vous pouvez plugger des devices spécifiques d'audit si vous voulez, ou utiliser les mécanismes d'audit par défaut fournis par Vault. Donc voilà grosso modo comment ça se dessine. Donc c'est vraiment un coffre-fort en fait numérique. Alors partie vraiment fonctionnelle de Vault maintenant, les Secret Engines. Alors les Secret Engines, bon, les plus usités, on va pas se mentir, c'est les credentials sur les cloud providers. Donc, typiquement, bon, les plus populaires. Ouais. C'est pas ceux qu'on utilise le plus, mais bref. Donc, si vous voulez définir des politiques d'accès sur vos ressources cloud, en fait, vous pouvez donner à Vault, en fait, un credential AWS, Azure ou GCP de niveau administrateur, et lui, en fait, pourra vous générer automatiquement des rôles typiquement IAM, ou générer lui-même les rôles, ou générer les credentials sur des rôles prédéfinis pour déployer vos ressources. Et Sven, je pense que tu as des exemples à nous donner. En fait, oui. La grosse particularité du Secret Engine, en fait, c'est de gérer de manière dynamique toute la partie credentials d'accès. Dans le cas que Willy a décrit, en fait, le principe il est assez simple. L'utilisateur, il va créer, on va dire, un utilisateur spécifique sur son environnement qui a un périmètre de droit limité, dont la capacité est juste de créer des utilisateurs. Il va fournir ses credentials à Vault, et en cas de besoin, Vault va aller utiliser ses credentials pour se connecter sur le cloud provider et générer
une authentification spécifique pour un besoin particulier qui est lié à un token avec une durée donnée. Mais il n'y a pas que les cloud providers. Tu as cité les autres derrière? Non, alors il y en a d'autres, mais je ne les connais pas de tête. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas du français. Il y en a pas deux? Je n'ai pas trouvé sur du cloud français. Ah ouais. Pas encore, mais ça va venir. On travaille actuellement à l'implémentation d'une solution qui tourne sur Outscale pour information. Tu nous décrirais pas un peu l'usage que tu en fais dans SquareScale Alors oui, mais c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de SquareScale en fait jusque-là. Donc SquareScale, c'est une société dont le but est d'éditer un logiciel dont la vocation est d'automatiser et de manager de manière agnostique le déploiement de solutions d'infrastructure applicatives microservices et Containerisé, merci, sur les différents IaaS providers du marché qu'on peut trouver. Donc actuellement, on supporte AWS et Azure en public. Et du coup, nous, c'est comme ça qu'on est tombé sur Vault, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé à utiliser Vault. On s'est rendu compte au début que le fait d'utiliser des credentials qui avaient des droits assez élevés que nous fournissaient nos clients au niveau de notre plateforme, ça étendait une partie de la chaîne de confiance jusqu'à nous, et qu'on avait énormément de responsabilités, que c'était très très compliqué, et que si demain on perdait des données, on se faisait hacker ou n'importe quoi, ou que simplement une de nos solutions d'hébergement se faisait compromettre, tous nos clients étaient compromis par ça. Et vu qu'on vise la construction d'infrastructures qui répond à un certain nombre de normes de certification de sécurité, on a cherché un petit peu sur le marché comment on pouvait répondre à cette problématique-là. Et l'approche Secret Engine, elle a vraiment complètement répondu à cette problématique, parce que la totalité des informations d'authentification qui nous sont fournies par nos clients ne permet que de créer des comptes dont le périmètre est exclusivement celui de l'infrastructure qui nous a été délégué de gérer. Et du coup, imaginez-vous quand même, en fait, ça veut dire que quand vous utilisez SquareScale, vous arrivez avec un credential administrateur AWS, donc ça veut dire que vous faites confiance et potentiellement ça peut déployer tout n'importe quoi. Si vous êtes déjà joué avec les cloud providers, vous voyez un peu ce que ça peut faire niveau facturation. Et puis niveau sécurité aussi, donc bien sûr. Et puis t'imagines un bug. Ah ouais. Et donc du coup, en fait, la façon dont c'est utilisé dans SquareScale, moi je trouve ça super élégant en fait. C'est-à-dire que si SquareScale pour vous veut déployer une base de données RDS par exemple sur AWS, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer un credentials pour un compte qui lui a les droits de déployer une base RDS. Il va mettre un bail de 30 minutes, on va dire que 30 minutes c'est large pour déployer une base. Il va déployer avec ses credentials la base RDS sur votre environnement AWS, et après le credential est révoqué, il disparaît d'Amazon. Et donc c'est là où en fait on retombe sur des mécaniques un peu zero knowledge, c'est-à-dire qu'en fait on est capable de générer des credentials dont en fait qui disparaissent, et donc même l'opérateur n'a pas connaissance en fait, enfin en tout cas temporairement connaissance. Donc voilà le genre de choses un petit peu qu'on peut faire avec ces Secret Engines là. Alors on peut faire aussi d'autres choses, on peut aller bien plus loin, mais je vous laisserai découvrir par vous-même. Un autre Secret Engine qui est super cool, et ça je suis sûr que ça va vous parler, c'est le Database Secret Engine. Donc Database, c'est un truc qui est un petit peu standardisé au niveau SQL, donc ça fonctionne officiellement. Je vous ai mis ceux qui étaient supportés là, donc Elastic, Oracle Mongo, Postgre. Je pense que ça va fonctionner sur MySQL aussi, sur MariaDB. Une des caractéristiques des Secret Engine, c'est qu'ils doivent connaître véritablement le protocole d'implémentation de la solution sur laquelle il va se connecter. C'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les bases de données de l'univers. Il y a un certain nombre de bases de données qui sont supportées aujourd'hui. Ouais. Et donc, un exemple de ce que ça fait, vous donnez à Vault des droits administrateurs sur votre base PSG, par exemple, PostgreSQL. Et ensuite, vous définissez des politiques sur vos services qui, eux, alors j'imagine que vous avez tous le cas de faire des services qui doivent accéder à une base de données distante. Donc vous leur donnez l'URL, vous leur donnez un nom d'utilisateur que vous avez créé, et puis à un moment, vous ne savez pas trop quoi foutre du mot de passe, donc vous le mettez quelque part dans le gestionnaire de secret. Donc ça, si vous le mettez dans le gestionnaire secret, c'est déjà très bien. On a tous fait des trucs un peu plus dégueulasses que ça, hein, nous aussi, on n'est pas fiers, mais voilà. Et avec Vault, en fait, c'est plus simple. Avec Vault, en fait, ce qui se passe, c'est que votre service, tout simplement, il a un token Vault, donc il s'est authentifié. Vous pouvez faire de la pré-authentification pour les services, donc générer par on va dire un protocole d'administration, les tokens, et passer en variable d'environnement typiquement à vos services, dans du cube ou de ce que vous voulez. Et en fait, lui, il va tout simplement aller voir Vault et dire moi, je veux le Secret Engine PostgreSQL, donne-moi des credentials pour accéder à la base Postgre. Et en fait, ce que va être capable de faire Vault, c'est qu'il va générer le mot de passe, mais aussi l'utilisateur. Il va envoyer ça à votre service. Votre service va pouvoir utiliser cet utilisateur et ce mot de passe pour se connecter à la base PostgreSQL. Donc vous n'avez plus besoin en fait, de gérer les credentials de vos services. C'est dans Vault. Vous avez juste besoin de donner à votre service un token
pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire dans Vault, et ce qu'il a à faire, c'est ce que vous aurez défini dans les policies. Et donc, en fait, Vault va pouvoir gérer pour vous, en fait, tous les accès à votre base de données. Et y compris ça facilite le fait d'avoir des credentials de base de données qui expirent. Alors là, juste un tout petit truc. Tu voulais dire quelque chose ? Ouais, j'avais une petite question en fait pour l'Assemblée. Combien d'entre vous ont déjà manipulé des grandes policies sur des bases de données type SQL ? 1, 2, 3, bon, ok. Ce que Willy essaie d'expliquer en fait, c'est que dans l'approche, dans la déclaration policy, qui est fournie qui est associée au token de l'application cliente, on va décrire entre autres également on peut décrire, parce que c'est pas une obligation, mais on peut décrire de manière extrêmement fine vraiment les périmètres de données auxquels le client va pouvoir accéder. Par exemple, vous allez pouvoir limiter le type de requête qui va pouvoir être passé, sur quelle table, sur quelle base, etc. Placer des quotas, des choses comme ça. Et tout ça, c'est des choses que vous pouvez déclarer en fait dans la partie policy qui va être stockée dans Vault. Donc quand vous avez votre micro-composant de votre bloc applicatif qui, lui, vous savez qu'il a juste besoin d'accéder à ce petit bout d'information-là, vous allez lui créer une policy qui est extrêmement restreinte juste à cet aspect-là. Et le jour où vous décommissionnez ce service-là, vous faites sauter la policy, les accès n'existent plus. Alors, juste un petit Rex cool, parce que j'ai été vraiment étonné. Moi, j'ai un client en fait qui a une base donc très Microsoft et a construit en fait des mécanismes d'authentification donc qui, au fur et à mesure de l'existence de l'entreprise sur une dizaine d'années, et il maîtrise vraiment en fait son environnement Microsoft. Donc c'est basé sur de l'Active Directory avec des droits qui ont mis des années à être on va dire raffinés, tout ça. Et ce client est venu me voir en disant écoute, on a un problème parce qu'on veut passer de SQL Server, donc la solution Microsoft qui nativement intègre l'authentification Active Directory, on veut passer sur du PostgreSQL pour des raisons stratégiques d'entreprise. Et en fait, là, on a un problème d'authentification parce qu'on a une 50aine de clients, on a une 20aine de développeurs, il faut qu'on soit capable pour la journée, alors je ne sais pas pourquoi il fonctionnait la journée, mais c'est leur politique de sécurité, de générer des credentials pour un développeur sur ces bases de données et potentiellement qui peut intervenir sur une 50aine de clients. Bref, cas un peu compliqué, mais en tout cas, qui était bien maturé chez le client. Je lui dis, écoute, on peut peut-être faire quelque chose avec Vault. Et là, je me suis dit, bon, on va voir comment est-ce que le client il intègre l'outil, comment est-ce qu'on peut brancher ça, tout ça. À votre avis, comme ça, vite fait, là, on guesse à voix haute, combien de temps on a mis pour solutionner le problème avec Vault ? Combien ? J'ai entendu ? Ouais, une journée, ouais, c'est ça, 2 demi-journées. Alors, parce que, bon, le mec était bon, en face, il savait qu'il faisait son taf, il a pris le truc. Et en fait, c'est juste brancher son système Active Directory qui permet de faire l'authentification. Derrière, créer des rôles un peu particuliers, administrateurs sur les bases PostgreSQL, brancher ça dans ces outils, évidemment, qui déploient les bases, tout ça. Et après, avoir une petite moulinette qui permet à son utilisateur tout simplement d'aller chercher les credentials de Postgre. Donc ça, c'est un tout petit bout de code dans le langage que vous voulez. Et hop, résolu le problème. Donc c'est vraiment un couteau suisse et pas, j'insiste, pas que juste un gestionnaire de secret. Le concept d'identité dont on a parlé un petit peu plus tôt, en fait, il peut parfaitement s'appliquer de manière complètement transparente à un composant applicatif comme à un utilisateur, en fait. Donc c'est des choses que vous pouvez utiliser effectivement pour pouvoir scoper les périmètres d'accès de vos différents employés, comme dans l'exemple de Willy. Alors, rapidement, d'autres secret engines, alors il y en a beaucoup, mais qui méritent qu'on en parle. Alors le clé-valeur, ça, pour le coup, c'est vraiment le truc qui vous permet de faire de la gestion de secret un peu classique. Donc, tout simplement, vous allez avoir, il y a une mécanique de passe en fait pour définir les ressources dans Vault. Donc, c'est-à-dire qu'on a parlé de secret engine, mais vous pouvez en avoir plusieurs pour un même type de secret engine. Donc là, vous allez dire un chemin, mon service, monentreprise.com/toto, qui va correspondre à un secret. Vous allez mettre le secret dedans et vous allez autoriser des services qui sont matérialisés via des tokens à accéder à votre secret. Combien d'entre vous utilisent des secret engines qui sont sous forme SaaS, style GitHub ou des choses comme ça ? Seulement 2, vraiment ? 3, 4 ? Vraiment ? Ah. Qui utilise les secret engines de Kubernetes ? Comme ça, juste... c'est les mêmes. Ok, ça roule. Ça fait la même chose. C'est le secret engine qui value. Sauf que là, vous êtes sur un périmètre maîtrisé. Next. Un truc qui est assez cool, et je pense qu'on va refaire un talk là-dessus, c'est le Transit Engine. Donc Transit Engine, en fait, c'est un truc qui fait du chiffrement avec une clé symétrique.
Ça sert à utiliser Vault comme un service de chiffrement as a service. Donc l'idée, c'est toujours avec des passes, vous allez décider qui a le droit d'accéder à Transit en lecture ou en écriture. J'explique un peu. Écriture, je donne une data sur un pass donné, donc pour j'identifie une ressource donnée. À Vault, il la chiffre. J'ai droit à lecture, je demande la data, il me la déchiffre et il me la rend. Donc en fait, on fait tout simplement du chiffrement avec une clé symétrique, mais la grosse particularité, c'est que la clé symétrique, elle est dans Vault et elle sort jamais de Vault. Donc elle est sur un système qui a des mécaniques de scellement avancées, de l'obfuscation mémoire, enfin on va dire un périmètre de sécurité qui est un tout petit peu, en tout cas pour notre cas, mieux sécurisé que ce qu'on saurait faire à la main, quoi, tout simplement. Et puis ça permet de faire aussi très très simplement du chiffrage au repos de manière transparente pour l'application. Ouais, et ça permet aussi de faire une rotation de clés avec une gestion de version que Vault va gérer pour vous. Donc ça fait plein de choses sympas. La question qu'on nous a posée là-dessus, alors moi je l'ai déjà utilisé sur des projets clients pour chiffrer des bons porteurs, ce genre de choses, sur des petites volumétries. Quand je dis petites volumétries, c'est 50 à 100 000 PDF par exemple, ça passe 50 à 100 000 PDF sur une journée, ça passe tranquille. La question qu'on se pose, c'est à quel point ça peut être utilisé pour du chiffrement intensif. Et là, j'avoue que j'ai envie de faire des benchmarks et de revenir plus tard pour vous dire ce qu'il en est. Mais en tout cas, sur des volumétries, on va dire, modestes, ça ne bouge pas. Ça tient très bien en charge. Dernier Secret Engine dont vous parlez, il y en a plein d'autres. Je vous incite à aller voir si ça vous intéresse. C'est la PKI, donc Personal Key Infrastructure, donc c'est-à-dire l'infrastructure qui va vous permettre, étant donné une autorité de certification, donc on va dire ici pour exemple qui serait Vault, de générer toute une hiérarchie de certificats TLS. Un mot à dire là-dessus ? Non, je pensais de manière plus générale. En fait, donc comme on disait tout à l'heure, Vault supporte un certain nombre de secret engines du marché, enfin d'implémentation protocolaire du marché. Vault est une solution qui est open source. Les API sont publiques et connues, elles sont très très bien documentées. Si vous êtes éditeur d'une solution de gestion d'identité, par exemple, je vous invite très très fortement à développer un petit plugin Secret Engine pour Vault. Vous allez rendre service à beaucoup de gens. Et c'est très facile à faire. Bon, et ben maintenant qu'on a tout ça, Sven, tu vas nous expliquer comment on fait pour bootstrapper un système Zero Trust en utilisant des outils comme Vault, s'il te plaît. Ouais. Alors, donc on est dans un concept de chaîne de confiance. Si vous avez tous apparemment, vous êtes assez agiles dans le monde de la sécurité, j'ai cru comprendre. Donc c'est des concepts qui vous sont probablement très très familiers. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Vault a été architecturé pour pouvoir être le départ de votre chaîne de confiance en général. Et c'est pour ça que vous devez le poser idéalement dans un contexte sur lequel vous avez le maximum de maîtrise. Tout à l'heure, Willy vous a parlé en fait du back-end, du storage back-end en fait, là où Vault va stocker les données, Vault va stocker les données au repos. Et il vous a parlé de Shamir. Alors Shamir, c'est très très intéressant d'un point de vue mathématique et d'un point de vue algorithmique. Ça permet notamment, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir avoir des nombres variables de clés de déverrouillage pour une problématique. La réalité, c'est que dans un contexte d'entreprise, c'est quelque chose qui fait complètement sens. Vous n'avez pas envie de donner la totalité des clés de votre système d'information à une personne. Qu'est-ce qui se passe si cette personne elle tombe malade? Qu'est-ce qui se passe si cette personne elle s'est recrutée par le KGB, par exemple? Vous n'avez pas envie de ce genre de choses. Et de la même façon, vous allez distribuer X clés à différentes personnes importantes de votre entreprise, je sais pas, votre CFO, votre CEO, votre CTO, le responsable de la conférence. Mais vous n'avez pas toujours tous ces gens-là qui sont disponibles. Et en particulier aux heures d'astreinte, quand votre système il a planté, qu'il faut rebootstrapper une infrastructure et que vous avez besoin de redémarrer vos données. Et l'intérêt de cette approche-là, c'est que justement, vous allez pouvoir utiliser un set de clés moins important. Vous allez pouvoir avoir des gens qui sont redondants en fait, dans votre liste de stakeholders. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui est exigé par pas mal de modèles de certification de sécurité. Donc, vous avez démarré votre Vault avec votre back-end, vous avez fait votre key cérémonie avec vos capuches noires, etc. Vous avez égorgé un poulet, etc.
Votre système, il est démarré, vous avez votre Vault qui fonctionne, les données qui sont accessibles. À partir de ce moment-là, il va falloir commencer à bootstrapper en fait votre chaîne de confiance. Comme je vous disais tout à l'heure, Vault est parfaitement adapté pour être le point de départ de votre chaîne de confiance. Tout à l'heure, on parlait du Secret Engine PKI, notamment. En fait, ce que vous allez faire, c'est que basiquement, vous allez générer un root CA spécifique qui va rester interne dans Vault et qui va vous permettre de générer des sub-CA pour différents périmètres de sécurité particuliers. C'est ce qu'on appelle le bootstrapping de la Trust Chain. Une fois que vous avez donc du coup ce CA et ces quelques sub-CA, vous allez commencer à générer des certificats qui vont identifier l'ensemble de vos ressources. Donc chacune de vos briques applicatives va porter un certificat qui lui est propre avec une durée donnée, qui est associée aussi à un token, à une policy, etc. Et enfin, on a la définition des policies d'accès, dont on a longuement parlé tout à l'heure, dans lequel en fait vous déclarez littéralement quelles sont les fonctions, quels sont les éléments auxquels va accéder votre client, votre utilisateur, votre brique applicatif avec ce certificat. C'est très souple, on peut faire plein de choses. Ouais, c'est très très puissant comme modèle. Ceux qui ont déjà fait du IAM à AWS, par exemple, ils seront assez familiers avec le modèle déclaratif de Vault. Hein. C'est très très similaire. Dis ton Sven, écris-nous un use case. Ouais, alors du coup, un petit use case. Il y en a plusieurs en fait qui permettent de justifier en fait l'utilisation de ce type de produit parce que la réalité c'est que c'est pas adapté à tous les cas de figure. C'est pas magique non plus. Ça va apporter un certain nombre de surcoûts. Il faut qu'il y ait une justification derrière. L'un des cas de figure qui justifie très très bien ce type d'utilisation, c'est les infrastructures qui sont massivement distribuées avec beaucoup de microservices. Parce que le choix par défaut, c'est de considérer la totalité de vos briques applicatives comme étant un seul périmètre de sécurité. C'est facile. C'est simple, hein, vous faites tourner tout ça sur le même environnement, sur le même ensemble de machines, sur les mêmes nœuds du cluster. C'est facile. Le problème, c'est qu'en fait, dans la réalité, si vous avez un composant qui est compromis, vous avez la totalité de vos données qui sont compromises. Et c'est comme ça que votre cluster Kubernetes mine de la crypto-monnaie. Exactement. Parce que vous avez une ou deux briques qui ont accès aux bonnes ressources qui vont bien, etc. Et du coup, qui en abusent. L'intérêt de cette approche-là, c'est que du coup, vous êtes dans une démarche dans laquelle vous allez être obligé de déclarer. Vous allez vous contraindre à déclarer en fait l'utilisation de chacun de vos composants. Donc si même, c'est le cas qu'on citait tout à l'heure, si jamais une de vos briques est compromise, au pire vous aurez juste le périmètre de données qui est spécifique à cette application. Et si en plus cette application elle a besoin que d'accès en lecture, vous êtes encore moins en danger. Donc ça c'est un cas de figure qui justifie véritablement ce type d'utilisation. On va avoir les environnements hétérogènes. Alors, tout à l'heure, Willy parlait du cas de son client avec des développeurs qui venaient travailler à la petite semaine sur les bases de données. Oui, quand vous avez différents interlocuteurs, différents intervenants ou différents composants applicatifs qui viennent régulièrement s'interfacer avec votre solution, puis ensuite s'en vont, typiquement des prestataires ou des choses comme ça, tout ça, ça a un coût. Il y a toute la gestion du cycle de vie des droits d'accès, quel est le périmètre auquel il va accéder, etc. Si vous vouliez vraiment faire les choses bien, vous auriez un audit à effectuer à chaque fois que vous intégrez un consultant dans vos équipes. Cette approche-là vous permet de pouvoir créer en fait des rôles qui sont spécifiques pour vous, par exemple typiquement des consultants extérieurs. Vous allez restreindre exclusivement le périmètre d'accès à ce consultant à la semaine qu'il a été prévu pour la prestation à ce périmètre. Je pense qu'il faut accélérer un petit peu par contre. Ouais, vas-y. Rapidement, alors c'est un petit peu comme les environnements hétérogènes. Si vous faites du télétravail, vous êtes un petit peu au courant de toutes les problématiques d'extension du périmètre de sécurité de votre entreprise jusque sur les infrastructures de vos utilisateurs, par exemple. Cette approche-là, elle permet de pouvoir réduire un petit peu justement la surface d'attaque des points d'accès de vos utilisateurs. Donc c'est une bonne réponse à ce type de problématique aussi. Et donc voilà, pour revenir un petit peu sur la partie prestataire de services, beaucoup d'entreprises, en fait, c'est quelque chose que j'ai constaté durant ma carrière, créent des comptes à chaque fois qu'il y a des nouveaux utilisateurs qui arrivent, et puis les ressources humaines ne mettent jamais au courant l'IT que les gens ils sont partis, et les comptes ils restent là, pendant des années. Et vous avez des accès qui sont ouverts, des comptes routes, etc., à droite à gauche. Et puis un jour, il s'est avéré que l'un des utilisateurs qui était là il y a 10 ans, il avait un mot de passe de merde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour citer ta conférence de ce matin, et que ça a fuité, quelqu'un a réussi à se connecter et c'est fini. L'approche avec vous permet justement de pouvoir encore une fois cadrer dans le temps l'utilisation de vos credentials d'accès. Donc demain, quand votre utilisateur il est plus là, votre ressource elle a quitté votre entreprise, ou qu'elle est en congé paternité pendant 1 an par exemple, vous pouvez désactiver ses accès et juste son périmètre d'accès, idéalement sans impacter qui que ce soit. Et alors, ça se rapproche aussi encore une fois des problématiques de Unsecure Network Environment. Ça peut être très très utile pour pouvoir piloter justement toute la problématique d'enrollment de device IoT.
Si vous avez déjà fait justement la connectivité IoT en essayant de le faire de manière sécurisée, vous avez dû comprendre qu'il y a quand même un catch-22 à régler sur ce type de problématique. Et puis La- ça scale. Pardon? Et ça scale aussi. Ouais, exactement. Et C'est plus vous rajoutez des devices, plus c'est compliqué, etc. Ça, c'est à Enfin, l'échelle. encore une fois, Vault répond assez bien à ce type de problématique. Mais comme on disait tout à l'heure, personne n'est parfait, rien n'est parfait, et aucune solution ne répond à la totalité des problématiques du marché. Une des difficultés de l'approche qu'on propose, qui est celle qui est appuyée sur Vault, qui est la création en fait, de la logique, une création très très fine de policy, il n'y a basiquement que deux approches spécifiques pour pouvoir régler ce genre de choses. Si vous avez déjà travaillé avec des firewalls, c'est des approches que vous connaissez. Soit vous avez une approche qui est complètement empirique, c'est-à-dire que par défaut, vous avez des policies qui sont complètement ouvertes. Vous regardez un petit peu, vous faites tourner en staging par exemple votre solution, vous regardez un petit peu tout le trafic qui passe, ses accès, quel composant applicatif va accéder à quoi, etc. Vous allez les cartographier et vous allez commencer à produire des policies spécifiques pour chacun de vos composants applicatifs. C'est un processus itératif qu'il faut répéter régulièrement, chaque fois que vous avez des nouvelles mises en service, etc. C'est pas parfait, vous pouvez louper des trucs, il y a des use cases particuliers auxquels vous n'aurez pas pensé, et forcément vous allez avoir des problèmes à un moment donné ou à un autre. Mais ça a le mérite d'être une approche qui permet de pouvoir avancer relativement rapidement. La deuxième approche, qui est basiquement la seule autre approche possible, c'est l'approche théorique, c'est-à-dire que vous maîtrisez dès le départ, avant même la mise en production de vos applications, l'ensemble des flux applicatifs qui vont être utilisés. En gros, vous demandez, en tant que Ops, vous demandez à vos développeurs de vous fournir les spécifications, réseau et accès du composant applicatif que vous allez devoir mettre en production. C'est le cycle en V de la sécurité. C'est un peu ça, ouais. Et si vous ne fournissez pas ça, bah, vous refusez. Vous dites non, je suis désolé, ton composant, si tu ne sais pas à quoi il a besoin d'accéder, bah, moi je le laisse accéder à rien du tout. Il n'y a pas moyen que je laisse accéder comme ça. Cette problématique-là, elle demande beaucoup plus de travail en amont, elle ralentit fortement la mise en production, parce que ça implique justement de pouvoir bien prendre le temps de maîtriser tout ça. Et elle a un vrai casse-tête. C'est pas agile, quoi. Hmm. C'est pas agile. C'est pas agile, non. Ni René d'ailleurs. Pardon. Donc cette partie-là est très très compliquée. Toute la partie création de policy. Donc tout à l'heure on parlait aussi un petit peu de la partie bootstrapping du système. Il y a des complexités, notamment des complexités sur la partie clusterisation, redondance des données, backup, etc. qu'il faut mettre en place sur le storage backend. Et comme c'est quand même un élément, comme c'est un maillon qui est quand même très très critique dans votre infrastructure, d'un point de vue sécurité, vous avez envie de bien le faire. Vous n'avez pas envie de faire tourner une instance en mode dev dans un coin, vous appuyez dessus, oh c'est bon, ça marche. Non, Ouais, typiquement, Vault a un mode enterprise pour le faire pour vous. Si vous n'avez pas envie de vous fader le protocole Raft, alors il ne faut pas écrire le protocole Raft, mais il faut démarrer les trucs dans le bon ordre. Ou alors vous faites monter vos infrastructures par Squarescale. Nous, on vous le bootstrap pour vous. Il y a tout au début, on a parlé aussi beaucoup de log, de traçabilité, d'audit, etc. C'est des éléments qui sont absolument fondamentaux dans le monde de la sécurité. Si vous ne savez pas ce qui se passe sur votre infrastructure, votre sécurité, elle ne sert à rien. C'est une règle de base. Hein. C'est ça qui permet de remonter la boucle empirique. Exactement. Et de faire de la si vous n'avez pas de log, vous ne savez pas ce qui est en train de se passer, vous ne savez pas qu'il y a des accès, vous ne pouvez pas réitérer sur vos process. Potentiellement, plus votre infrastructure est complexe, plus vos composants applicatifs sont nombreux, plus vous allez avoir des quantités de logs importantes, plus ça va être disparate, plus ça va être des volumes d'informations importants. Moi j'ai un principe qui est d'essayer de loguer tout ce qui bouge tant que les moyens sont permis. Malheureusement dans la réalité c'est souvent compliqué de faire ce genre de choses et très coûteux. Et les logs ça coûte cher. Ouais. Bon, et bien entendu, conséquence, lié directement à l'approche des logs, c'est le continuous improvement. C'est-à-dire que votre solution de sécurité n'est jamais intégralement sécurisée. Il faut continuer à itérer, continuer à mettre à jour vos solutions, continuer à auditer les actions qui se passent sur votre environnement, continuer à travailler avec vos équipes de dev pour savoir quels sont les flux légitimes, qu'est-ce qui n'est pas légitime, etc. C'est quelque chose qu'il faut vivre constamment. De plus en plus d'entreprises prennent véritablement conscience de cette approche-là et dédient carrément des équipes à gérer ce genre de choses. Mais la sécurité est nécessaire. Ouais. Alors, si vous avez dormi jusqu'à maintenant, c'est le moment de se réveiller. On arrive à la fin, ça va être bientôt les questions. Il y a les cafés après. Le résumé, Yann, si tu peux nous le dire. Très rapidement, la sécurité, c'est dur, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail. Il faut définir beaucoup de policy, il faut que ça scale. C'est pas simple. Et ça coûte cher. C'est obligatoire. L'approche, on a dit, trace, on log, on audite, on regarde et on réagit. Donc, typiquement, on set des policies ou on réagit, on prend des solutions de remédiation. Et il y a des super outils sur le marché. Donc on vous a parlé aujourd'hui de HashiCorp Vault, et j'espère que ça vous donne envie au moins d'aller voir ce que c'est, peut-être de l'utiliser sur un projet. Vous allez voir, ça s'utilise très facilement, au moins en mode dev. Il y a des super tutos en plus. Et il y en a d'autres qui sont très bons, mais nous, on va dire, on est expert de celui-là, et pour l'instant on l'aime et on le garde.
Et puis un petit peu d'advocacy open source. Tout ça, c'est des solutions qui sont complètement open source. Donc s'il y a des éléments, des fonctionnalités, des choses qui vous manquent actuellement sur le marché, vous n'êtes probablement pas le seul. Essayez de voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres solutions qui sont en cours de développement sur lesquelles vous pouvez vous greffer ou des choses comme ça. Je vous garantis que vous ferez du bien à tout Et le on monde pour ça. espère pouvoir greffer des plugins sur du cloud français. Ouais, Ouais. ça va venir. Bon, et surtout, retenez, faut jamais faire confiance à personne. Donc vous pouvez oublier tout ce qu'on a dit. Bah, merci à vous, en tout cas. C'était Sven et Willy.